Bonjour et bienvenue dans les vocaux du Cassis. Le Cassis, Centre Accueil, Consultation, Information, Sexualité, est un centre médico-social associatif atypique qui s'est spécialisé dans les questions liées à la sexualité, qu'elles soient biologiques, psycho-affectives, sociales, relationnelles. Implanté à Bordeaux, son rayonnement s'étend au département de la Gironde et au-delà à la région Nouvelle-Aquitaine. L'association a fait le choix de s'adresser plus particulièrement aux jeunes et aux personnes les plus éloignées des systèmes de santé ou de prévention, à savoir les personnes en situation de handicap, de précarité, d'exil ou d'exclusion. À travers ces notes vocales, l'équipe qui met en œuvre ce beau projet souhaite partager avec vous certaines de ses actions. Aujourd'hui, nous rencontrons Tristan, transformé pour l'occasion en web reporter. Il interroge Lauriane, éducatrice spécialisée au Cassis depuis 4 ans. Lauriane, c'est elle qui est chargée de programmer les interventions scolaires. Mais elle intervient également sur le terrain, dans les établissements médico-sociaux, auprès d'enfants, de jeunes ou d'adultes, en milieu scolaire, auprès de personnes migrantes dans les squats, mais aussi auprès des jeunes incarcérés au quartier mineur de la maison d'arrêt de Gradignan. C'est de ce projet que Lauriane va nous parler aujourd'hui. Ce qui suit a été enregistré durant le confinement, à travers l'échange de notes vocales. Salut Lauriane, alors est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le projet, comment il est né, depuis combien de temps vous intervenez là-bas? Alors salut Tristan, le projet d'éducation à la vie sexuelle et affective auprès des mineurs de la maison d'arrêt de Gradignan, il est né il y a plusieurs années et moi j'y interviens seulement depuis 2 ans. L'idée c'était que les jeunes normalement ont droit à de l'éducation à la vie sexuelle et affective dans le cadre scolaire, depuis la maternelle jusqu'au lycée, à raison normalement de 3 séances par an. Bon, au-delà du fait que c'est pas spécialement respecté dans tous les établissements scolaires, les jeunes qui sont du coup incarcérés ne sont plus dans une scolarité dite classique, donc ne bénéficient plus de ces séances-là. Donc l'idée c'était de pouvoir intervenir au sein de la prison pour quand même que ces jeunes puissent bénéficier de ces séances et avoir un petit peu d'éducation à la vie sexuelle et affective. Donc mes collègues, je pense à Catherine et Isabelle particulièrement, qui travaillaient auprès des majeurs à l'époque en centre de détention, ont réussi à travailler auprès des mineurs en passant par l'unité locale d'enseignement, donc en fait le pôle scolaire de la maison d'arrêt, avec l'accord de l'administration pénitentiaire, pour pouvoir toucher ces jeunes-là via leur temps de classe en fait, un peu comme si on était sur le modèle du scolaire. Du coup, j'ai envie de te demander, c'est quoi les caractéristiques de ce public? Alors les jeunes que je croise au quartier mineur de la maison d'arrêt de Gradignan, c'est exclusivement des garçons d'abord, parce qu'on sait que les filles sont minoritaires dans la délinquance, et puis il y a très peu de centres de détention qui ont des unités féminines en France, et Gradignan n'en fait pas partie. Après, il y a quelques MNA, donc des mineurs non accompagnés. Ce sont des jeunes migrants qui sont arrivés sur le territoire français en étant mineurs, et donc pris en charge normalement par l'aide sociale à l'enfance. Et ils ont commis donc des délits ou des crimes pour être détenus au centre, à la maison d'arrêt. C'est des jeunes auxquels j'avais relativement peu accès auparavant, soit parce qu'ils étaient allophones, ils ne parlaient pas français et il n'y avait pas d'interprète de disponible, ou alors parce qu'ils étaient sur d'autres ateliers. Et puis après, je dirais que les caractéristiques principales de ces jeunes-là, c'est qu'ils sont carencés, tant au niveau éducatif qu'affectif. Et ça peut générer des troubles de l'attention, des troubles du comportement. Tout ça, c'est vraiment important à prendre en compte, je crois. Et puis aussi les environnements dans lesquels ils ont pu évoluer, dans lesquels ils ont pu grandir. Souvent, c'est des milieux défavorisés, ils viennent de familles relativement précaires. D'accord. Et du coup, comment tu interviens auprès d'eux? Alors, j'interviens auprès de 2 groupes, à raison d'1 fois par mois à peu près. C'est des groupes entre 4 et 6 jeunes, et on se voit une petite heure. J'interviens avec une professeure des écoles sur son temps de classe, en fait. Et ton intervention, elle prend quelle forme? Souvent, on commence par déjà se présenter, faire un petit tour de table. Ils me disent ce qu'ils ont envie de me dire. Vraiment, il n'y a pas de souci là-dessus. Ça permet un peu de faire connaissance. Moi, je me présente, je présente le Cassis vraiment grosso modo.
L'idée, c'est pas de leur prendre la tête avec les centres de planification, mais plutôt juste de, voilà, de dire il y a un endroit qui s'appelle le Cassis, ça peut être un lieu ressource, ça peut toujours être intéressant. Et puis quand j'explique un peu ce qu'on fait au Cassis, souvent ça m'aide à lever des fantasmes ou des réticences, tout ça. Ça, c'est pas mal. Et puis là, on démarre souvent par un petit brainstorming sur ce qu'évoque pour eux la vie sexuelle et affective, qu'est-ce qu'ils aimeraient y mettre derrière ces mots-là. Et puis des fois, il y a déjà pas mal de questions. Donc en fait, on part directement sur des questions parce que parfois certains me connaissent déjà. Donc en ont parlé aux autres détenus. Euh, ils peuvent, euh, ils peuvent directement en fait, ouais, être dans le vif du sujet et me poser des questions. Et tu utilises quoi comme outil? C'est-à-dire que moi, j'ai un sac à dos dans lequel j'ai plein d'outils, j'ai plein de choses. J'ai ne serait-ce que juste des feutres et des feuilles. J'ai des schémas, j'ai des moyens de contraception factices, des, des protections hygiéniques, un spéculum, une brosse à frottis. Enfin, j'ai plein de petits objets comme ça qu'on peut toucher, qu'on peut voir en vrai du coup, et puis en taille réelle. Et ça permet quand même d'appréhender certaines choses, c'est plutôt pas mal. Et puis j'ai des petites fiches, je sais pas moi, sur le consentement, j'ai une clé USB avec moi avec des petites vidéos, des petits films. Tout ça, ça me permet un peu de pouvoir dégainer. Parce qu'effectivement, au Cassis, j'y tiens vraiment, on part à partir de la parole du public. On n'amène jamais un cours, ou en tout cas, on n'arrive pas avec un procédé déjà tout ficelé. Pour déjà d'une part ne jamais devancer des questions et puis pour être au plus près des préoccupations des publics. On se voit qu'une heure, ça se trouve on se reverra jamais. L'idée c'est pas aller de leur parler d'un truc qui vont les faire complètement décrocher ou quoi que ce soit. Déjà que c'est assez compliqué, mais voilà. En gros l'idée c'est que j'ai le plus de matos possible avec moi pour pouvoir répondre aux questions des jeunes. D'accord, on comprend un peu mieux maintenant comment tu interviens, mais est-ce que tu avais des appréhensions aussi avant d'intervenir en prison auprès de ce public? Alors oui, c'est marrant cette question parce que bien sûr que j'ai pu avoir quelques appréhensions par rapport au public. Je pense que j'imaginais ce public un peu comme certains jeunes qu'on peut avoir dans certains établissements scolaires, qui peuvent être beaucoup dans la provocation et parfois même qui peuvent manquer de respect. Et donc moi j'avais tout mon imaginaire en fait qui travaillait, qui me disait bon ok du coup je vois à peu près comment je dois intervenir avec ces jeunes-là et quelles techniques d'animation je peux mettre en place du coup avec ces jeunes-là. Mais je crois qu'en fait ce que j'appréhendais surtout c'était le lieu de la prison. C'était vraiment cet univers-là que je connaissais pas du tout, avec une culture carcérale et des codes vraiment, mais hyper marqués, c'est hyper étrange. Et, euh, et du coup, ça porte très bien son nom parce que ça s'appelle la maison d'arrêt. Et effectivement, t'es arrêté constamment en fait. Tu dois toujours attendre soit qu'on t'ouvre la porte physiquement, soit que quelqu'un appuie sur un bouton à distance pour déclencher l'ouverture de la porte. Enfin, c'est très particulier. Les jeunes sont donc enfermés dans leurs cellules et ne se croisent quasiment jamais, à part sur les temps de classe. Donc ça aussi, c'est assez étrange. Voilà. Quand tu rentres dans la prison, rien que ça, il faut passer par un espèce de portique de sécurité comme dans les aéroports, mais c'est dehors. Donc enfin, la première fois, moi, j'avais pas forcément tout ça en tête, en fait. Donc j'avais toutes mes affaires avec moi. J'avais pas du tout prévu, donc j'ai dû enlever tous mes bijoux, ma ceinture, mes chaussures, mais j'étais dehors, en fait, pieds nus par terre. Enfin, c'était vraiment étrange de devoir donner ma carte d'identité, d'attendre une dizaine de minutes avant que le mur me parle, parce qu'il y a à peine une fente qu'on voit pas beaucoup. Enfin, c'est vraiment particulier en fait. Je crois que ça me mettait très mal à l'aise au début, plus que les jeunes finalement. Et est-ce que tu peux nous parler de ta place en tant que femme dans un milieu d'hommes? Pour la plupart, ces jeunes-là, ils ont quand même une vision des choses assez clivée. Euh, et mine de rien, ils sont encore très empreints de cette image un peu de la femme, donc clivée, qui serait la mère ou la putain. Et forcément, moi j'arrive dans la maison d'arrêt, je suis une femme, je suis jeune, et je viens leur parler de sexualité. Donc, je sens bien quand je rentre dans la pièce et que j'explique pourquoi je suis là, qu'ils ont peu d'estime pour la personne que je suis en tout cas. Après,
C'est toujours très très intéressant aussi parce que dans leur discours, quand il peut être violent, méprisant envers les femmes et tout ça, moi justement je peux aussi leur renvoyer, puisque en général ça se passe bien avec moi, de leur dire mais vous imaginez aussi ce que moi j'entends, euh, alors que moi-même je suis une femme en fait. Et c'est toujours intéressant parce que ça vient toujours décaler leurs propos en fait. Ils vont pouvoir dire oui, non, mais on parle des filles comme ça, mais pas de toi. Donc c'est intéressant parce que ça leur fait faire justement un petit peu ce pas de côté. C'est toujours la question juste de voir aussi d'avoir d'autres exemples en fait dans la vie, hein, c'est-à-dire de pouvoir rencontrer autre chose et de pouvoir à un moment donné sortir de son environnement pour pouvoir prendre un petit peu de recul et interroger un petit peu tout ça. C'est ça qui est intéressant et je me sers de tout ça aussi pour le travailler avec eux en fait. Super, bah merci Lauriane. Est-ce que tu pourrais juste nous dire comment on fait pour contacter le Cassis? Pour nous contacter, vous avez bien sûr nos sites internet pour le public et pour les professionnels, mais vous avez aussi la team-du-bas Cassis sur Instagram et équipe Cassis sur Facebook. N'hésitez pas à nous contacter, on est là pour ça. Eh ben merci Lauriane, à très vite. Merci beaucoup Tristan, c'était super chouette de répondre à tes questions. Cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu. Dans le prochain épisode, retrouvez Manon, animatrice sociale et socioculturelle, qui vous parlera du projet des petits déjeuners au Cassis.